formation était très longue. Très long, Ouais. le CCNA surtout. La majorité des gens qui me suivent sont en Afrique et c'est eux qui utilisent le plus le PHP. Quand j'étais au Cameroun, je commençais à travailler avec Diran, Tafen. Toujours penser contexte international. S'ouvrir, c'est ça. Quand on se forme, on pense à servir ailleurs que où on se trouve. Bon, tu sais, quand nous, les Camerounais, on acceptait d'abord avant de se former après. Donc, on va pas se mentir. Je ne savais pas que ça pouvait vraiment avoir l'impact comme ça. Parce que moi, quand je fais mes vidéos, le plus souvent, c'est vrai que je mets des informations à l'intérieur, mais c'est en blague. J'ai débuté, honnêtement, j'ai même débuté ça avec trop de. Moi, je voyais ça un peu trop théorique. Il y avait trop de trucs à maîtriser. Je me suis rendu compte que moi, quand j'étais étudiant, en télécom en plus, il y avait des métiers dans l'IT que je connaissais pas. Pourquoi en Afrique, on apprend encore du PHP? Pourtant, La première fois que j'ai vu une de tes vidéos, là, c'était sur TikTok, surtout que tu en fais plusieurs. Tu décourageais les gens de faire du PHP. PHP est meilleur que Java. Pourquoi il dit que PHP est meilleur que Java? Parce que déjà... Hôpital psychiatrique de Bingerville, 9h du matin. Venez, tous ceux qui sont fous, venez. Si on se comprend entre nous. Je me demandais, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a contre le PHP, en fait, quoi. Et après, j'ai vu que tu étais dans le DevOps, en fait, derrière. Parce qu'au départ, je crois que tu étais développeur, mais après, quand j'ai vu que tu étais DevOps derrière, je me suis demandé, donc, comment toi, tu as fait pour te dire que tu as été DevOps, en fait, quoi. Et puis, même si on parlera de PHP plus tard, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous dises, en fait, et puis, moi, bien sûr, à ceux qui regardent ce qu'on va se dire ensemble, là, comment tu as choisi d'être DevOps, en fait, d'abord? Je me permets de t'interrompre 5 secondes pendant que tu regardes la vidéo. Déjà, merci de regarder la vidéo jusqu'à présent, en fait. Alors, j'ai sous les yeux les statistiques de YouTube qui disent que 70% de ceux qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Pourtant, tous ceux qui regardent cette vidéo veulent être développeurs ou DevOps ou bien augmenter toutes leurs connaissances, en fait, bien sûr. Tout ce que je peux te demander, c'est fais-moi une faveur, abonne-toi. Ça permet à d'autres personnes de profiter de cette vidéo gratuitement comme toi. Deuxième chose, chaque fois que tu t'abonnes, en fait, moi aussi, ça me motive à avoir un devoir moral envers toi pour pouvoir donc publier des vidéos assez régulières pour continuer à dire que ton abonnement vaut la peine. De plus, j'ai 2 bootcamps, un bootcamp pour développeurs et un bootcamp pour DevOps. Pour chacun des deux, le lien est dans la description en fait. Donc abonne-toi, surtout partage la vidéo à ceux qui sont autour de toi et d'avance, encore une fois, merci parce que ça m'aide beaucoup à progresser dans mon travail. On est reparti pour la vidéo. Comment tu as choisi d'être DevOps en fait d'abord? bon, honnêtement, je ne me suis pas levé au matin, j'ai dit je vais être DevOps. Là, c'est presque impossible. En fait, c'est au cours de ma carrière, je me suis dit, bon, il faut lancer. Il faut que je recommence dès le début. J'ai un diplôme d'ingénieur, Polytechnique de Douala. Bon, au départ, ça s'appelait. Polytechnique à quoi? À développement ou bien? J'ai un diplôme d'ingénieur réseau télécom. La filière, c'est Ok. télécommunication et TIC. L'option, c'est génie, réseau et télécommunication. Donc, au départ, moi, quand j'entre en école d'ingénierie, c'est pas pour être DevOps. Là, c'est clair. Je connaissais même pas c'est quoi le DevOps. Je connaissais pas. Tu me disais en 2013, quand on là, que c'est quoi le DevOps. Je dis, mais le DevOps, c'est quoi? Je connais pas rien, je connaissais rien. Moi, je voulais juste être ingénieur en télécommunication et travailler dans une entreprise de téléphonie mobile. C'était mon rêve. Il y a MTN, Orange, des choses comme ça que tout le monde utilisait en fait, quoi. Je voulais pas les citer. Bref. Donc, au cours de ma formation, je me forme, j'obtiens mon diplôme brièvement. Et puis, il y a le Covid. Quand j'obtiens mon diplôme, je crois en février qui suit, on lance confinement dans mon pays, au Cameroun. Je suis encore au Cameroun, il y a le Covid. Je dis, bon, là, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence à me former. C'est la période cruciale de ma vie. Parce que je me suis dit, bon, c'est vrai, je suis ingénieur, entrer dans une entreprise de téléphonie, lorsqu'on a un diplôme, c'est plus évident. La majorité de ces gens-là, ils viennent chercher quand vous êtes encore étudiant, prêt à soutenir. Mais là, j'ai un diplôme. C'est plus évident. Je me forme donc, je commence à le cloud. Parce que je dis, bon, quel est le domaine où je peux me former à moindre coût? Je le cloud. Mais comment tu choisis le cloud alors du coup? Tu comprends pas le cloud? Pourquoi tu choisis le cloud en fait? En fait, j'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte que je voulais au départ être administrateur système et réseau.
J'ai vu beaucoup, il y a eu les nouvelles avec surtout Microsoft qui appelait déjà les différentes entreprises qui utilisaient leur système Windows Server à migrer vers le cloud. Parce que je faisais des petites tâches dans les entreprises là, j'avais des informations, comment ça se passe en entreprise et tout. C'est là où j'ai dit, bon, il me faut apprendre le cloud. Je commence sur Azure. Parce que Mais il y a un truc que tu dis là, il y a un truc que tu me dis là, je fais la parenthèse quand même, parce que moi je viens aussi du monde du réseau, j'aime le dire, et j'ai beaucoup traîné les gars qui font du réseau télécom. Moi je m'attends à quelqu'un qui a fait du réseau télécom, qu'il aille plutôt faire du Cisco ou un truc comme ça, quoi, non? exactement. Mais Cisco, sa formation était très longue. Très longue. Ouais. Le CCNA surtout. J'ai débuté, honnêtement, j'ai même débuté ça. Avec trop de. Moi, je voyais ça un peu trop théorique. Il y avait trop de trucs à maîtriser. Et c'était un peu comme la révision de ce que j'ai fait à l'école. Du coup, ça, j'ai vite raccroché. Honnêtement, j'ai vite raccroché, j'ai vite laissé. Je voulais une formation orientée pratique. Je voulais me former en pratiquant, en testant. Et les équipements Cisco, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, il y avait les packs transfert qu'on disait, ben bon, c'est pas vraiment ça. Contrairement au cloud où, quand tu te formes dans le cloud, vraiment, lorsque tu crées un compte sur un fournisseur Azure, ben AWS, tu pratiques directement. Le EC2 que tu crées là, même Amazon crée ça. Donc, c'est pas. C'est le VM, quoi, tout simplement. Oui. Donc, si toi, tu es chez toi, tu as ton compte AWS, si tu crées un EC2, même Netflix va créer le même EC2 que toi. C'est pas, il n'y a pas un décalage. C'est les mêmes outils, c'est les mêmes services que tu utilises et tu es prêt à travailler. Donc, je me suis formé sur Azure au départ. Je me suis formé, j'ai eu de nombreuses certifications. C'était le club Azure. Et j'ai commencé à chercher le boulot. Après le confinement, là, je cherche. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi Azure et pas AWS, en Comme fait, j'ai c'est dit, populaire, en fait. comme j'ai dit, j'étais au Cameroun. C'est Microsoft que beaucoup d'entreprises, Windows 7 notamment, que beaucoup d'entreprises utilisent. Moi, j'ai eu l'information que beaucoup d'entreprises, ou bien Microsoft a signifié, a de l'information aux entreprises là que bon, il y a beaucoup de services qui vont migrer vers le cloud et ainsi de suite. J'ai dit, ça veut dire que, moi, parce que moi, je me forme de façon intelligente. J'ai dit, si beaucoup d'entreprises au Cameroun utilisent Microsoft, s'il y a un cloud qu'elles vont adopter, c'est Azure. Azure, ouais. C'est pour ça que je commence par Azure. Je commence à me former sur Azure, j'obtiens les certifications. Et puis, je commence à chercher le travail. Je suis tombé dans une bon, on va pas, j'ai un peu trimé, hein. J'ai fait des petits passes dans certaines entreprises là, au Cameroun. C'était pas vraiment le cloud que je faisais. Je faisais des administrations. J'ai travaillé sur une entreprise qui était une sorte de sous-traitance pour les Campress. Campress, bon, puisqu'on peut citer les noms des entreprises ici. Campress. Surtout que le marché n'est pas prêt pour le cloud, en fait, normalement. Exact, exact. Le marché camerounais, si tu dis marché camerounais, moi je dirais quasiment le marché de l'Afrique subsaharienne, à mon sens, n'est pas encore assez prêt, à quelques exceptions près, comme le Côte d'Ivoire, le Sénégal, quelques exceptions près, mais n'est pas prêt pour le cloud. Ouais. Oui, c'est quand j'ai la compétence au cloud que je me rends compte de cela. Quand j'ai une bonne compétence dans le cloud Azure, je me rends compte que les entreprises n'utilisent pas ça. Tu arrives souvent dans des entretiens, des grandes entreprises, on te demande c'est quoi Azure. Parce que j'avais mis dans mon CV mes certifications Azure 900, Azure 104, Azure 400. On me demande c'est quoi Azure. Même dans les universités, même il y a des profs qui ne savent pas tout de quoi tu parles. Ouais. J'ai dit, tiens, je me formais pour être prêt et puis on me demande encore c'est quoi. C'est à toi maintenant d'expliquer c'est quoi Azure. Dans un entretien d'embauche. Là, j'ai dit, je suis mal barré, moi. Je suis très mal barré. En fin d'année 2021, maintenant, je commence à mieux être actif sur LinkedIn. Parce que je me dis, bon, ma place n'est plus ici. Honnêtement, ma place n'est plus ici. Je commence à être mieux actif sur LinkedIn pour chercher soit comment obtenir un contrat de travail en France ou bien hors du pays, quoi. J'ai la chance, je suis tombé sur une entreprise qui cherchait les gens sur le terrain, mais j'ai commencé à travailler à distance, une entreprise en France. Je travaille sur un projet de déploiement d'une application. Bon, je ne vais pas citer les différentes applications que j'ai déployées ici. Mais là, ils me recrutent en tant que administrateur cloud AWS. Je dis, il n'y a pas de souci, je vais travailler dessus. Mais comment tu as fait la transition alors? Comment tu as fait la transition pour dire, moi je suis Azure, vous me parlez AWS du coup?
Bon, tu sais, quand nous, les Camerounais, on acceptait d'abord, hein, avant de se former après. Donc, on va pas, on va pas se mentir. Moi, j'ai dit, j'ai On la va laisser battre compétence. sur le terrain, on va laisser battre sur place d'abord. Oui, oui, exactement, exactement. J'ai dit, j'ai la compétence sur Azure. C'est pas AWS qui sera très étrange à moi. Et puis, on m'a donné le contrat. Heureusement, ça s'est très bien passé. Parce que bon, j'apprends rapidement, je me forme rapidement. Avec mon diplôme d'ingénieur, j'ai quand même cette capacité de mieux appréhender rapidement les choses et rapidement monter en compétence. C'est ça qu'il a fait. Et le projet n'était pas si volumineux que ça. Donc, en fait, c'est même à partir de là que j'ai commencé à faire du DevOps. Parce que c'est vrai, au départ, je cherchais un ingénieur cloud AWS, mais la partie, la sous-traitance, il y avait une sous-traitance ici, toujours au Cameroun, qui gérait la partie DevOps. Il m'a donc vu, il a dit, bon, puisque tu es bon sur AWS, c'est là-bas qu'on déploie nos applications. Pourquoi ne pas rompre le contrat avec l'entreprise là et toi, tu fais le travail DevOps, quoi. On m'a dit, bon, t'inquiète pas, transfert de connaissances. L'entreprise n'a pas aimé cette rupture. Le transfert de connaissances ne s'est pas bien passé. Mhm. Du coup, c'est moi qui devais tout découvrir. Jenkins, c'est là où il découvre Jenkins, il découvre les pipelines. Dans une entreprise, je découvre mes pipelines Jenkins, je découvre le service ECS, puisque c'est ça qu'ils utilisaient sur plusieurs services à déployer. Je découvre de nombreuses technologies DevOps, Docker, ainsi de suite. Mais ça, c'est un gros En fait, challenge. tu découvres ça directement dans l'entreprise, en fait, quoi, Oui, directement, c'est exact, ça. exact. Mhm. Parce que moi, mon niveau AWS, c'était aller sur la console AWS, créer des EC2, créer des load balancers en cliquant juste. Mais je vois tout automatiser. J'ai dit, mais comment faire? Je me suis formé. Bon, en fait, lorsque je finissais le travail, je continuais toujours à me former en soirée pour rapidement monter en compétence. Parce que c'était quand même un projet, un contrat quand même très lucratif, surtout quand j'étais en Afrique. Je gagnais, Mhm. c'était vraiment, il ne faut pas perdre ce contrat. Bon, quand il est lucratif, c'est au niveau africain, quoi. Une personne qui Bien vit. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà. Si tu prends 1000 euros en Europe et puis tu as 600 000 au Cameroun, tu es très bien. Ouais. Voilà. Donc, Mhm. j'étais obligé de vraiment rapidement ne pas m'exposer dans la différence de compétences qui était attendue. Je me suis formé. Bon, ça s'est quand même bien passé. Ça s'est bien passé. C'est un contrat pas à long terme. Et puis, tout s'est bien passé. On a livré et le contrat s'est arrêté. C'est là où vraiment je me rends compte que, en fait, c'est à partir du moment que je commence à faire des recherches sur le DevOps. Je me rends compte que c'est DevOps. En fait, ah, bon, quand je dis Parce que moi, DevOps, j'aime souvent dire qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, toi, tes tâches au quotidien, c'est d'aller sur le portail, créer tes instances, en fait, tes applications, en fait. oui, Alors, au le départ, DevOps, en réalité, c'est quelqu'un qui va écrire des scripts et des pipelines, comme tu disais, non, en pour fait, je dis, automatiser ces actions manuelles là, quoi. au départ, c'était ça mes tâches, créer des ressources Ouais. sur la console. J'ai dit quand ils ont rompu avec, en fait, l'entreprise qui gère la partie DevOps a arrêté le contrat avec cette entreprise-là. C'est moi maintenant qui ai pris le relais. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à toucher Jenkins, à toucher Docker, à toucher les pipelines, ainsi de suite. Pendant plus de 6 7 mois. Ah ouais. C'est après ça que je me suis rendu compte que, mais, j'ai les Mais du coup, compétences là, tu DevOps. bosses d'où alors? Tu bosses de ta chambre ou tu prends un bureau? Tu bosses comment? Tu bosses Non, d'où? de ma chambre, il n'y a pas le bureau. De ta De ma chambre. chambre, oui, j'ai pris deux fournisseurs, j'avais pris deux fournisseurs Internet là pour maintenir, voilà. En fait, il y avait quand même les moyens pour ça. Donc, je jonglais entre ces différents fournisseurs parce que Internet, c'est pas trop ça. Entre coupures, j'essayais bref, de jongler comme je voulais rattraper peut-être en soirée quand il y a les coupures revenaient, voilà et tout. Donc, le travail n'était pas vraiment, comme je dis, il n'y a pas 8 heures de temps. Je travaillais même souvent 15 heures, 12 heures, parce que j'avais pas assez le niveau requis, quoi. En fait, tu voulais faire ton truc, quoi. Tu voulais aussi monter en Voilà, compétence en même voilà. temps que tu faisais les choses, ouais. Ouais. Et pour que l'employeur ne Mhm. se rende pas compte que j'ai pas Il y a un vraiment, décalage. voilà, voilà, j'ai pas vraiment toutes les compétences requises. Mais ça s'est très bien Mhm. passé. J'ai vraiment assuré. J'ai déployé deux applications web là. On a maintenu, containerisé. C'était très bien. Très bien. C'est à partir de là que je me suis rendu réellement compte que je suis un DevOps. Bon, un DevOps en devenir. Un DevOps en En fait, tu faisais devenir. le DevOps sans te rendre compte, quoi, j'aime le dire. Exact, exact. Et c'est pendant cette mission que j'ai commencé à réellement faire des recherches sur le DevOps. Réellement faire. C'est même là-bas que j'apprends le mot DevOps, le terme DevOps dans la méthodologie. Oui.
Je connaissais pas. Ce que tu dis là, c'est vrai, parce que même dans mes posts aujourd'hui que je fais, j'ai encore des gens qui me disent que c'est grâce à toi que je comprends vraiment de quoi on parle quand on parle de DevOps, en fait, quoi. Oui, Il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais ils savent pas vraiment ce que c'est DevOps, en fait, tout simplement. Hein. exact. C'est dans la Mhm. pratique que j'ai compris et j'ai approfondi mes recherches aussi, ainsi de suite, avec mes différentes formations pour augmenter en compétences, ce qu'un DevOps doit connaître, pas seulement Jenkins ou bien les pipelines. Je me suis formé et puis j'ai rejoint une autre entreprise, cette fois-ci au Cameroun, où réellement j'avais déjà au moins l'étoffe d'un DevOps. Donc, c'est une Mhm. start-up qui voulait un DevOps, il y avait plusieurs projets en cours, et les microservices à déployer, les langages comme Mais Spring. ils te trouvent comment, en fait, alors? Ils te trouvent En fait, comment? cette mission, ce contrat, je l'ai obtenu sur LinkedIn. J'ai vu un post sur LinkedIn où il recherchait DevOps. L'entreprise est basée à Douala, au Cameroun. Mhm. C'est là où je postule, on m'appelle pour un entretien. Heureusement, l'entretien, on demandait de mettre en place le pipeline. Je connaissais Jenkins. Donc, rapidement, là, j'ai déployé un Jenkins là et tout. Ça s'est bien passé. Mais Bon, il y a un truc quand même, quand tu dis là, qui est un peu... Toi, tu as fait télécom. Jenkins, c'est un peu du Java et donc du Groovy derrière. en fait, Comment tu Jenkins, fais pour c'est passer... un serveur d'automatisation. Donc, c'est pas moi qui programme. Ah, c'est pas toi qui écrivais... Tu écrivais juste les Jenkins files et tout ça, ou Tout pas? simplement, tout simplement. Tout simplement, ouais. Oui. Du coup, tu n'écrivais pas les trucs comme les shell library, des trucs comme ça, quoi, toi. C'est bien après que j'ai appris les shell library. Très bien Ah après. oui, d'accord. Donc, Ouais. au départ, là, moi, je connaissais juste du bash scripting. Donc, Ouais. je connaissais écrire Docker Bull, je mets ça dans mon SH et tout simplement. Mhm. Et ça m'a permis d'obtenir cette mission-là. Tu restes chez eux combien de temps, du coup, après? J'ai fait presque un an, presque un an, presque un an. Un an avec la start-up au Cameroun, quoi. Oui, oui, presque un an, oui. Mais du coup, la différence de salaire est quand même énorme, non? Oui, mais bon, il fallait trouver un truc. Il fallait trouver un Ouais. truc. Ouais. Comment ils ont... j'ai chuté, j'avais chuté. Et en plus, Mais là, c'était en présentiel, donc oh. Ah oui, il fallait venir tous les jours sur site, ça te coûte même encore plus ça cher, fait en fait, 8 quand tu heures. étais déplacé tout le temps. Voilà, Ouais. voilà. Mm. Mais du coup, il y a un truc dans ce que tu me dis là. En fait, tu as un double profil. Un profil académique, en ce sens que tu es ingénieur, et un peu un profil autodidacte, en ce sens que tu t'es formé un peu seul, quelque part. Oui, oui. Mais la formation en tant qu'autodidacte est venue à deux reprises, ou bien, comme je dis, à deux chocs. Le premier choc, c'est le Mhm. Covid. Le Covid qui m'a poussé à me former en tout. Ouais, le Covid n'a pas beaucoup aidé les gens, en fait, quoi. Voilà. Le deuxième choc, Oui, c'est oui. quand j'ai eu cette mission-là où il fallait faire du DevOps. C'est un peu ça. Et quand tu te formes là, j'imagine que quand tu te formes en autodidacte, maintenant que tu as des compétences en tant qu'ingénieur, c'est plus facile de te former, quoi. Oui, très facilement, parce qu'il y a des notions, cette facilité à appréhender les choses que quand tu es formé académiquement, c'est pas ça, on va revenir sur ça, formation académique, autodidacte, on va revenir dessus. Quand tu as cette formation académique-là, tu es quand même un peu flexible, tu as le cerveau mou, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Surtout que dans les environnements comme à Polytechnique de Douala, on vous apprend à apprendre aussi. Oui, oui, oui. On vous laisse faire beaucoup de taux de couverture et beaucoup de recherches, on va dire ça comme ça, quoi. Voilà, les enseignants nous laissent souvent dans le gambe, on va aller débrouiller. Voilà, et tout. Mais est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer dans la formation, bien, de se former en tant que DevOps, tu lui dirais, suis mon parcours ou bien va directement dans la partie autodidacte, en fait, comment? Ça dépend du background de la personne. Ça dépend du background. Si une Ben, on va dire personne quelqu'un qui n'a pas vraiment de background, parce que tu vois maintenant, tout le monde se rend compte que dans l'informatique, il y a encore des places à prendre et tout le monde veut se lancer dedans. c'est vrai que une personne qui n'a pas de background informatique, donc n'a pas moins un BTS ou une licence, ça sera un peu très difficile pour cette personne. Même comme il y a les Impossible ou exceptions. bien juste difficile? Difficile, parce que j'en connais Difficile. ceux qui ont réussi sans background Mm. informatique. Ça veut dire que c'est difficile. Ceux-là, je les appelle les exceptions. Ça peut pas être une règle. Mm. Mm. Oui. Si dit impossible, c'est comme s'il n'y a pas eu des gens qui ont fait. Donc, il faut faire dire difficile et très difficile Euh, même. ouais. Oui. Mais et après, ce que tu dis là, dans le très difficile, c'est bien que tu le dises parce que les gens ont souvent l'impression que avec l'école ou bien les formations qui sont gratuites avec des solutions comme YouTube, TikTok, des trucs comme ça, tu as plus forcément besoin d'aller à l'école en fait, quoi. Pour avoir parcours YouTube, c'est pas vraiment ça. YouTube, c'est pas en fait,
peut-être c'est un secret que je sais pas, je vais travailler ici. Les plateformes là, les plateformes les plus populaires comme nous connaissons sur YouTube là, c'est quand une formation est désuète, dépréciée, qu'elles publient ça sur leur plateforme YouTube. Peut-être les gens qui utilisent YouTube se sont pas rendus compte. C'est qu'elles se rendent compte que bon, la formation ça a duré dans notre plateforme. Elle a plus de 10 ans. On la rend ça public sur YouTube. Tu vois sur YouTube. Tu es en 2025, tu vois une formation qui a été faite peut-être en 2010, 2015. Tu dis non, voilà une bonne formation. Autant de choses. Après, ceci dit quand même, quand tu es dans le monde de la formation, moi, je ne crois pas que les formations changent du jour au lendemain, en fait, comme ça, quoi. Par exemple, toi qui as été formé sur Azure, sur la Z900, moi, j'avais mis sur la Z900 il y a peut-être 3 ans ou 4 ans. C'est pas si obsolète que ça aujourd'hui, quand même, si. Pas si obsolète, oui, mais en fait, le décalage va souvent arriver dans la façon de faire. Ce qu'on faisait avant qu'on ne fait plus. Les interfaces peut-être qui vont changer. Si on pense, on reste au cas de Ah oui, cloud, oui, beaucoup de effectivement, ouais. choses. Les IHM ne sont plus les mêmes, en fait, effectivement, ouais. Exact. Du coup, tu vas avoir une formation, tu vas dire, mais il a cliqué où? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, tu vas dire, mais il Ah a oui, cliqué où? oui. Tu vas voir, l'interface n'est plus la même. Ouais. Tu seras J'ai eu ça perplexe. récemment dans une formation sur Jenkins, en fait, que j'avais. Heureusement, la veille, j'ai commencé à préparer mon support. Moi, j'étais préparé justement avec l'ancienne IHM de Jenkins, du coup. Et quand je viens la veille maintenant pour refaire mes TP, quoi, et être sûr que tout va bien, je me rends compte au final que non, l'IHM de la dernière version de Jenkins n'est plus celle que j'avais dans mon support avant. Ouais. Et donc là, rapidement, tu es obligé de te mettre à jour avant de partir voir les gens, en fait, en salle de formation. Ouais. Mais bon, il y a un truc dans ce que tu dis, du coup, qui m'intéresse, moi. C'est quoi, donc, les compétences qu'il faudrait cocher sur un CV pour dire qu'on est DevOps aujourd'hui? En fait, c'est vrai, le DevOps c'est vaste. C'est tellement vaste que je préfère subdiviser ça. Parce que s'il faut juste compétent DevOps entière, on va juste dire créer un département et mettre dans une seule personne. Parce que le DevOps, en fait, le DevOps, c'est une méthodologie qui englobe beaucoup de technologies, beaucoup de compétences. C'est vrai qu'il y a les recruteurs qui abusent souvent dans leur description, ils mettent tout pour un DevOps doit tout connaître. Mais pour moi, l'essentiel, ça dépend de comment le DevOps veut se positionner. C'est pour ça qu'il y a souvent les rôles DevOps Cloud. Là, obligatoirement, il doit avoir des compétences dans le cloud. Il y a peut-être des plateformes Moi j'ai une ingénieurs. question. Est-ce que quand tu parles DevOps, tu parles cloud aussi, d'ailleurs? À nos jours, on ne peut plus dissocier. Je pense que de nos Ah jours, bon? oui, je pense qu'on ne peut plus dissocier Hum, hum. DevOps et cloud. Moi, par exemple, je te prends un exemple très simple. Moi, je dis que je me forme en tant que DevOps et que j'apprends, par exemple, à écrire un pipeline qui permet de générer le livrable d'un projet et de le déployer sur une VM dans un conteneur Docker. Est-ce que je suis DevOps ou pas? Oui, Mais oui, du coup, j'ai pas fait le cloud. Hein. oui, c'est vrai. Mais en fait, non pas dans la posture où une personne qui veut se former et qui veut obtenir un job à la sortie. Hum, On ne parle pas d'une hum. personne qui est déjà... Parce que moi, en tant que DevOps, il y a des technologies que je ne touche pas. Comme quoi, par exemple? Actuellement, je ne touche plus Kubernetes. Tu ne Je touches ne plus. touche plus du Kubernetes actuellement. Mais dans mes missions passées, je touchais. Mhm. Mais ça, c'est à Mais cause de la est-ce que... mission ou bien à cause du fait que c'est plus C'est à cause de la nécessaire? mission. C'est à cause de la mission. D'accord, ok. Mais Ok. est-ce que je Mais vais donc sinon, dire... ailleurs, il y a des gens qui font du cube encore, quoi. Exactement. Mais est-ce que je vais donc Oui, dire à oui. une personne qui veut être DevOps de dire, moi, je ne fais pas du cube, n'apprends pas le Kubernetes? Non. Ouais. Raison pour laquelle j'ai dit, une personne qui se forme de DevOps doit quand même apprendre le cloud. D'accord. C'est ça ma pensée. Il Mm. y a les cas où il y a des entreprises qui n'utilisent même pas le cloud. Là, c'est clair. Oui. Mais Oui. pourtant, est-ce que c'est pourtant dire qu'on va négliger la compétence cloud pour un DevOps? Non. Non, pas du tout. Bah, après, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre de côté complètement la partie cloud. Oui. Mais j'ai envie de dire, moi, ma question, c'est surtout de dire, est-ce que pour dire qu'on est DevOps, il faudrait qu'il y ait une ligne cloud dans son CV? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Oui, Ok. pas forcément. Pas Mm. forcément. Parce que moi, je te donne ma conception du DevOps aujourd'hui et tu me dis ce que tu en penses, bien sûr. Ouais. Moi, pour moi, un DevOps, c'est un profil qui automatise toutes les tâches manuelles. Oui, là, je peux être d'accord avec la définition, mais
pour moi, c'est un peu C'est réducteur pas du complet. DevOps. Oui, c'est pas complet pour moi. Juste Et tu complètes ça avec quoi, là? là, peut-être, je veux dire, la gestion des différents environnements, Bon, avec quand l'administration. j'automatise, je vais déployer sur tous les environnements aussi, hein. En Que fait, ce soit on-premise ou dans le cloud, en fait, quoi. dit comme ça, c'est comme une personne qui va venir dans l'entreprise, mettre en place les pipelines, écrire tous les scripts et partir. C'est un peu ça le quotidien d'un DevOps, non? Oui, mais l'entreprise ne va pas, la gestion, l'administration de l'entreprise n'est pas automatisée. Il faut une personne qui soit là. Non, après, je dis pas il faut pas un DevOps au quotidien. Une fois que c'est fait, moi, je dis souvent que le plus dur, c'est le temps de mettre en place. Mhm. Le plus important derrière, c'est le temps d'optimisation, voilà. Voilà. Donc, on va pas se limiter effectivement à juste dire que tu mets un pipeline en place et puis tu es devenu DevOps. Non, ça, c'est sûr que non. Il faut qu'il y ait encore derrière une bonne phase d'optimisation des choses qu'on a mis en place, bien sûr, hein. Mhm. Mais du coup, en plus du cloud, donc, c'est ça qui m'intéressait aussi, donc, en plus du cloud, parce que moi, je vais te dire, moi, je pense que quand on dit que quelqu'un fait du cloud, en fait, on lui dit en gros, tu ne fais pas du on-prem en réalité. C'est vrai qu'il y a des services, il y a des choses, parce que tout ce que tu gérais on-premise sur un serveur ou sur une VM, au final, c'est le cloud qui le gère pour toi, en fait, quoi. Tu as une plateforme qui te permet juste d'instancier ou arrêter tes outils. Toi, ton boulot, c'est de juste bien les configurer, voilà, au final, non? Pas forcément. En fait, dans le cloud aussi, tu peux administrer les systèmes. Si vous optez Bien pour des sûr, bien VM sûr, dans le bien sûr, cloud, hein. tu peux administrer le système. C'est vrai que de nos jours, beaucoup d'entreprises optent déjà pour les plateformes à service pour éliminer les tâches dont tu parlais, les tâches d'administration. Mais c'est bénéfique pour l'entreprise. En fait, une entreprise n'est pas là pour dire que je veux donner du travail à mes collaborateurs ou bien à mes collègues. Non. Bien sûr. L'entreprise est là pour dire quelle est la solution avec le moins d'efforts possible pour être optimale. Donc, Et c'est gagner le beaucoup cloud. d'argent, ouais. Oui, sur le cloud, Mm. offre les possibilités de plateforme en service. On va plus dire non plus que quelqu'un qui travaille dans le cloud en fait, n'a plus de tâches. Mais du coup, moi je remets encore ma question encore. C'est ça qui m'intéresse quand même. C'est si demain toi tu dois passer un entretien à un DevOps en fait, quelqu'un qui veut arriver dans ta boîte ou bien être collègue avec toi pour être DevOps, quels sont les mots-clés ou bien les lignes que tu vas chercher dans ses compétences ou sur son CV? OK. Les pipelines, mise en place des pipelines avec l'outil, n'importe quel type d'outil. Mhm. La maîtrise, si nous sommes sur le cloud, la maîtrise d'outils d'automatisation, de création d'infrastructures, que ce soit Terraform ou bien CloudFormation. La maîtrise de la containerisation et des clusters Kubernetes. Pour moi, voilà les fondamentaux. Les trucs. Tu parles pas de monitoring? En fait, le monitoring, c'est. Je veux dire quoi? Quand je dis fondamentaux, c'est les corps activités. Le monitoring, La base, quoi. oui, c'est la base. Mais le monitoring, ça viendra, la maîtrise peut-être de Linux et bien d'autres trucs. En fait, ça va de pair. Mhm. Pour moi, c'est ça. Donc, toi tu dis, moi il y a une autre façon que je vois aussi les choses, c'est de dire, il y a la partie provisioning avec des outils comme Terraform dont tu parlais, la partie déploiement avec des solutions de pipeline comme dont tu parlais, les livrables qui sont du Docker et tout ça, et même du monitoring en bout de chaîne, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui. Est-ce qu'il faut automatiquement avoir tout ça? Ou alors, qu'est-ce qui suffit au minimum, en fait, pour commencer à aller contacter des boîtes pour mettre en avant ton CV? C'est comme c'était là, ce minimum, selon moi. Hein. Ah oui. C'était là, le minimum. Une personne Ah oui, d'accord. qui prétend être DevOps. Ouais. Et du coup, toi, il te faut le cloud, en fait, quoi, ou rien du tout. Oui, il faut le cloud. Ah, d'accord. Mais est-ce que, la question que je pose du coup, c'est quel est d'après toi le pourcentage de boîtes qui sont dans le cloud, en fait, aujourd'hui? La majorité, la minorité? Ça va, d'après les statistiques, on parle de, je crois que c'est 80% d'entreprises. Dans le cloud? Oui, qui utilisent au moins une solution cloud. Dans les Pas pays totalement. développés? Bon, les statistiques ne prennent jamais les pays. Les statistiques ne prennent jamais les autres pays là. Donc, on parle tous les entreprises. Voilà. Je crois que c'est 80%. 80%. De nos jours, Bon. c'est presque difficile de voir une entreprise qui n'utilise pas les solutions cloud. C'est presque difficile. C'est sûr que c'est pas, tout le monde est en train de partir dans le cloud. Même
ceux qui n'y sont pas encore ont engagé vraiment une stratégie pour se retrouver dans le cloud, bien sûr, comme tu dis. Et donc, effectivement, ce serait mieux de se préparer à rentrer dans le cloud, du coup, tout simplement, quoi. Et comme tu parles de cloud, en fait, quel est le cloud vers lequel il faudrait se tourner, s'il y en a un, quoi? Ça, c'est une question qui est trop difficile à répondre. Parce qu'en fait, je crois actuellement, il y a les trois les plus utilisés, AWS, Azure et GCP. Comme je l'ai dit, c'est en fonction de où tu te trouves et comment tu veux te positionner. Je reviens encore sur mon expérience. Pourquoi j'ai commencé à prendre Azure plutôt que AWS? C'est parce que j'étais en Afrique. Je me suis rendu compte que Mhm. beaucoup d'entreprises utilisent les solutions Microsoft. Et le cloud que SQL Server Microsoft, et tout ça. Ouais. oui, et le cloud que Microsoft Mhm. propose, c'est Azure. C'est ça, Mhm. c'est ces informations-là qui m'ont guidé à choisir Azure. Et c'est après Mhm. même que je me suis rendu compte que réellement le plus utilisé dans le monde, c'est pas Azure, c'était AWS. Mhm. Mhm. Donc, en fait, il faut choisir en fonction de, je sais pas, de l'environnement où tu te trouves, de ce que tu vises. Si peut-être tu es administrateur, je prends un exemple, si tu es administrateur système dans ton entreprise et ton entreprise utilise AWS et que toi tu veux, mais forcément, logiquement, tu vas te former sur AWS. Ou bien si ton Mhm. entreprise utilise GCP, c'est là-bas que tu vas te former. Donc, c'est pas, il n'y a pas de, il faut commencer par tel cloud provider ou bien tel autre, non. C'est en fonction des circonstances, des opportunités et de l'environnement où on se trouve. Du coup, ton expérience maintenant personnelle en tant que DevOps, du coup, c'est quoi ton truc là qui t'a le plus stressé dans une prod, en fait, par exemple? Ça, c'est quand je débutais, quand j'ai mon expérience avec ECS, quand je me déploie les trucs. En fait, je ne maîtrisais pas bien le service ECS avec les tâches de finition là. Moi, Mhm. qu'est-ce que je faisais? C'est vrai, avec les updates, on faisait ECS, AWS, ECS, update et on force le déploiement. C'était ça comme ça qu'on utilisait. Donc, je ne maîtrisais pas bien les différents moteurs de déploiement que ECS proposait là. Qu'est-ce que moi j'avais fait? Je me souviens, mais au lieu de mettre force deployment, l'option force deployment, je n'avais pas mis. Mhm. J'ai enlevé l'option là, j'ai lancé le pipeline. Moi, j'étais sûr qu'il y avait le déploiement, c'est fait. Mhm. On a dit c'est bon. J'ai dit ok, oui, c'est bon. En production. Et puis, je crois que c'est 2 jours après que le client s'est rencontré. Mais vous êtes sûr que la version là, vous êtes sûr que la version là a été déployée? Moi, donc, moi, je connaissais pas. Moi, c'est que j'ai fait CS, de machin et tout, update. Parce que c'est l'update, après, tu dois obligatoirement mettre force deployment pour que un nouveau déploiement se lance. Moi, j'avais pas mis l'option là. Il me demande 2 jours après, mais vous êtes sûr que vous avez déployé, vous avez fait la mise en prod et tout, tout. Il dit que mais tout est ok. Moi, je veux pas avoir mon pipeline, il voit c'est vert et tout, je suis tranquille, je me stresse pas et voilà. Il me dit non, ça marche pas. Il y a des trucs qui me donnent pas et tout. Et il contacte les développeurs, il dit, vous avez poussé quelle branche? Regarde, regardez là le code. Regarde là le code, mais tout est ok. C'est peut-être, c'est pas, 3 jours, 4 jours après que je me suis rendu compte. Je suis allé encore lire la documentation de ECS, comprendre et tout, voilà. Donc, c'était ça. En fait, dans les débuts, on fait beaucoup d'erreurs. Et heureusement, quand tu es dans une entreprise où il n'y a pas un très grand nombre de... C'est pas, quand tu es dans une, bon, je vais dire petite entreprise ou une start-up, tes erreurs ne coûtent pas beaucoup d'argent. Ouais. C'est ça aussi. Tes erreurs ne coûtent pas beaucoup d'argent et voilà. Tu apprends aussi vite. Comme je te disais, l'une des vidéos sur laquelle je t'ai vu dans, c'était la vidéo où tu disais au gars d'abandonner le PHP. C'est quoi? Tu as une mauvaise expérience avec PHP ou c'est quoi le truc avec PHP du coup? Non, j'ai jamais programmé en PHP. Je connais pas le PHP. C'est juste que, bon, Tu as jamais déployé le PHP non plus? Qui s'est mal passé? si, dans le passé, mais Ouais. c'était un peu difficile. Moi, j'ai trouvé ça difficile de déployer une application PHP et c'était pas containerisé. Donc, j'ai vraiment eu du mal. J'ai vraiment eu du mal. C'était très difficile. En fait, moi, pourquoi j'ai commencé à, puisque la majorité des gens qui me suivent sont en Afrique et c'est eux qui utilisent le plus le PHP. Moi, j'ai travaillé avec des étudiants ici au Canada Mhm. où on fait comprendre que on les apprend pas le PHP à l'école. Mhm. On apprend du Java, du C Sharp. Par exemple, les langages qu'on apprend aux étudiants ici, JavaScript. Mais je me suis dit, mais pourquoi en Afrique, on apprend encore du PHP? Pourtant, les écoles Les occidentales, pays développés, en fait, ne font on pas a ça. compris que bon, c'est plus ça qui est d'actualité et tout.
Moi, je me suis dit, donc, ok, c'est à moi de donner l'information à ceux qui me suivent, de ne plus choisir le PHP comme premier langage de programmation d'abord, et ceux qui connaissent le PHP, d'apprendre un autre langage pour vraiment se positionner à l'échelle mondiale. Parce que moi, les arguments que moi j'utilise sur Java, c'est que le PHP, toi, te confine en tant que développeur web. C'est ça. Le PHP, toi, te confine en tant que développeur. Il y a des trucs, des logiciels, je travaille avec des entreprises en France où on s'en fout du PHP. Mais on fait des trucs très évolués avec du C++ ou même du C Sharp et du C. Un développeur PHP, lui, c'est pas, c'est un peu comme s'il se confine au développement web et il n'est pas ouvert à d'autres types de logiciels assez évolués. La preuve, la majorité d'entre eux, les plus intelligents, apprennent toujours notre langage. Toujours. C'est donc ça qui m'a poussé à dire, bon, n'apprenez pas. Pour ceux qui veulent se lancer dans le développement, ne choisissez pas le PHP. Pour ceux qui connaissent déjà, essayez d'apprendre un autre langage. Et du coup, tu conseilles quoi comme langage alors, du coup? Les deux langages que moi je conseille le plus, c'est Java et C Sharp. Java et C Sharp? Oui. Bon, ça, c'est pour ceux qui sont professionnels. Les débutants, là, je crois que c'est du JavaScript. Pour ceux qui débutent, c'est du JavaScript que je conseille. Mais pour des développeurs qui veulent déjà apprendre un deuxième langage, Java ou bien C Sharp. Ok, parfait. Mais du coup, j'avais une question, du coup. Comme pour être DevOps, pardon, il faut être à l'aise avec le code, il faut aimer le code aussi. J'aime bien les deux mots-là, à l'aise et aimer. Oui, il faut. Mais il ne faut pas forcément connaître programmer. Parce que comment tu... Ouais. quand on est à l'aise, on aime le code, on peut bien voir le code, on lit le code et tout. Ça ne nous effraie pas. Parce que le DevOps est toujours exposé au code. Toujours exposé au code. Donc le code ne doit pas effrayer un DevOps. Même s'il ne sait pas, il ne connaît pas programmer. Quand il voit le code, il doit essayer de comprendre au moins pas, les différents fichiers de config, parce que c'est là-bas où on travaille le plus souvent, les différents fichiers config, comment certaines données sont variabilisées et bien d'autres. C'est ça. Il doit être au moins à l'aise à lire et essayer de comprendre. Ce serait d'autant plus vrai que quand il y a un format de configuration qui est très populaire aujourd'hui, qui est le YAML. Oui. Quand tu n'es pas à l'aise avec ça, en fait, tu galères derrière souvent, en fait, pour bien faire tes configurations, en fait. Mais du coup, quand tu dis qu'il faut être à l'aise avec le code, quelle est la proportion de code, en fait, pour un DevOps dans son quotidien, en fait? En gros, en termes de pourcentage, en fait, tout simplement, j'ai envie de dire, quoi. Bon, déjà, on évolue. Un DevOps de nos jours qui ne connaît pas au moins un langage de programmation, il serait un peu handicapé. Au moins un langage de programmation, peu importe lequel, il choisit un. Parce que ça va lui permettre d'apprendre certaines logiques et de voir comment les logiciels sont confectionnés. Il pourra vraiment mieux aider les développeurs dans leurs différentes tâches quotidiennes. Au moins ça. Donc, je peux être même ferme. Un DevOps doit connaître un langage de programmation. Donc, du coup, toi, tu dirais, s'il faut connaître un langage de programmation, ce serait quoi? Java, C Sharp? Pour DevOps? Ouais. Python. Python d'abord? Oui, pour un DevOps. Parce que c'est pas trop difficile, je dirais, pour quelqu'un qui... En fait, pour quelqu'un qui quitte d'amis système comme moi, s'il veut se lancer dans le DevOps, Python au moins. Parce que même les scripts Python, ils utilisent souvent ça pour les configurations sur Cisco ou bien sur leurs différents environnements, machines automatisées là dans le réseau. Donc Python au moins. Et même pour des solutions comme Ansible par exemple, derrière, c'est du Python qui est derrière. Ouais. Voilà. Donc Python au moins c'est... En fait, c'est aussi le premier langage que moi j'ai appris. Donc je recommande ça. Ben après, même quand tu veux faire de l'automatisation de manière globale, je trouve qu'il y a deux langages qui se battent en duel, je dirais ça comme ça, que ce soit du Python pardon, ou du Go en fait, quoi. Oui. Qui sont assez utilisés dans les boîtes pour toutes les tâches d'automatisation, on va dire ça comme ça, tout simplement. Et puis ça, c'est pas mal. Alors, du coup, toi, tu es au Cameroun, maintenant tu es au Canada. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bon, en fait, j'ai commencé à travailler avec Kashto Cameroun, je commençais à travailler avec Diran Tafen, oui. On travaillait, on a travaillé sur plusieurs mois. Et par j'ai la chance. Comme employeur ou bien comme employé, pardon, ou bien comme formateur? Parce que Diran lui est plus dans la formation quand même.
même s'il y a les compétences de prestation de services dans les entreprises, ouais. Bon, à l'époque, on travaillait en tant que formateur. D'accord. Oui, donc on formait les différentes entreprises, des entreprises et aussi des particuliers. Et pendant ça, j'ai eu la chance d'être contacté par une entreprise en France. Donc, en fait, j'avais déjà assez de compétences solides. Là, on est milieu 2023. Milieu Ouais. des années 2023. J'avais des compétences assez solides, de nombreuses certifications dans le cloud et Terraform et bien d'autres. Mon profil était assez convaincant pour être attiré par des entreprises hors du Cameroun. Donc, l'entreprise là, en France me contacte. Une entreprise de conseil toujours, c'est eux qui viennent en Afrique chercher des talents. Me contacte pour un contrat et puis voilà, ça se passe bien. Je rejoins la France. Et en France, je travaille quelques mois et puis je suis recruté au Canada, toujours par une entreprise de conseil, toujours au Canada. Elle te contacte sur LinkedIn pour te débaucher de la France. Oui. Ah, du coup, elle a vu ton profil sur Au LinkedIn Canada, et ils puis elle ont te dit... souvent, ils appellent ça les portes ouvertes. Je sais pas, ils ont une appellation pour recruter des talents en France. Et voilà. Ils ok. organisent souvent des foires, des événements pour le recrutement à l'international. Et souvent, c'est la France et la Belgique qui est le plus visé. Ah, mais du coup, ils viennent ouvrir le salon en France, c'est ça, hein? C'est en ligne. C'est en ligne. Ah, c'est en ligne, d'accord, ok. Je crois que c'est Québec en tête. Je pense que le site web, c'est Québec en tête. Oui. Ok. Oui, ils proposent différentes missions là-bas et puis tu postules. Si tu ne tombes sur un profil intéressant, on te contacte pour les entretiens et tout. Voilà. Bon, c'est par là donc bon, en France, j'arrive en France, quittant du Cameroun, donc il n'y a pas vraiment eu de discussion de salaire. Tu vois, mais, quand on est au Cameroun, ce qu'on te propose, même Déjà, ça te si permet c'est, de partir d'abord, donc tu ne négocies pas voilà, beaucoup. même si ça ne correspond pas vraiment À ton niveau. standard, voilà, et tout. Ouais. Tu es un peu Tu obligé prends d'abord parce que ça te permet d'avoir le parti d'abord du pays, ouais. d'avoir cette possibilité-là. Et puis, et même étant en France, je me suis rendu compte que, honnêtement, en fait, c'est vrai, le salaire que j'avais en France n'est pas assez convaincant, mais quand tu regardes un peu ailleurs, il n'y a pas trop d'écart sur ce qui est donné ailleurs. Il n'y a pas trop d'écart. Tu te rends compte que ce sont les freelanceurs qui s'en sortent. Je me suis dit, mais si je fais 5 ans ici pour être financé, ou bien 2 ans, ou bien 3 ans, bah, ce qu'on me propose au Canada, pourquoi ne pas rejoindre? Et donc, quand tu arrives au Canada, du coup, là, tu viens directement dans une société de services directement encore, quoi. Oui, société de conseil. Et donc, tu es salarié actuellement au Canada, c'est ça? Oui. Je rejoins Momentum Technologies, c'est l'entreprise qui me recrute à l'international. Je travaille sur de nombreux projets, sur AWS. Et puis, par la suite, l'entreprise est rachetée par CGI. Tout ça est public. Ouais. Donc, l'entreprise a été rachetée par CGI. Là, actuellement, je suis conseiller chez CGI. D'accord. Maintenant que tu es au Canada, toi qui es parti du Cameroun, qui est passé en France, qui est au Canada, pour quelqu'un qui est au Cameroun, ou bien qui est en Afrique, ou bien qui commence aussi même sa carrière d'ailleurs, quels sont les points d'attention que tu peux lui mettre en face comme ça, quoi? Quand il commence sa carrière au Cameroun, c'est ça? Ouais. Oui. Ou bien qui veut se lancer, quoi. Parce que moi, je te dis, par exemple, j'ai reçu un WhatsApp de quelqu'un qui me dit, moi, je vais aller au Canada, on m'a dit qu'il faut se former en DevOps, parce que là-bas, c'est ce qui recrute, en fait, quoi. Et je veux intégrer ta formation. Ou alors, j'ai un autre aussi dans un de mes bootcamps, parce que je fais aussi des bootcamps, en fait, qui dit, moi, j'étais enseignant d'informatique au Cameroun. Je suis arrivé au Canada, j'ai compris que l'informatique n'est pas la même. Du coup, je me reforme maintenant pour être bankable sur le marché canadien. Du coup, pour quelqu'un qui est dans cette même démarche quelque part, qu'est-ce que tu lui dis, en fait? De se former dans le contexte international. C'est ça D'accord. qui me pousse à mener ce combat contre le PHP. Parce que Ouais. une personne, c'est vrai, tu es en Afrique, c'est le PHP qui recrute, c'est telle technologie qui recrute. Mais si tu veux être une personne qui va vendre ses compétences en dehors de ton pays où tu te trouves, tu dois tenir compte Même de sans ça. quitter le pays, bien sûr. Oui, même sans il y a les gars qui offrent des services en remote étant dans le pays. Mais il faut se former dans ce contexte international. Qu'est-ce qui est utilisé? Tu ne vas pas dire dans mon pays, mes entreprises n'utilisent pas le cloud. Je ne me forme pas en cloud. Non. Toujours penser contexte international. S'ouvrir. C'est ça.
quand on se forme, on pense à servir ailleurs que où on se trouve. Après, ce que tu dis là souvent, c'est ce que moi je dis souvent à la plupart des gars, même dans mes posts sur TikTok ou LinkedIn, c'est que votre client n'est pas obligé d'être en Afrique, en fait, comme d'être formé, quoi. Quand vous avez des bonnes compétences, en fait, vous pouvez trouver des gens n'importe où qui vont euh, qui vont apprécier vos services et qui, comme ça, vont pouvoir vous offrir vos chances, en fait, tout simplement, bien sûr. Hein. Oui. Mais moi, je vais te demander, si tu as toutes les compétences que tu as, pourquoi tu es encore salarié, pourquoi tu ne lances pas ton compte, en fait? C'est vrai, j'ai des compétences, mais il faut, ça prend du temps, ça prend du temps. Parce que c'est vrai, on va dire, les compétences suffisent pour se lancer en finance ou bien en indépendant. Mais pour trouver les finances là, c'est du relationnel, c'est pas les compétences. Ah bon? Ça, est-ce au Canada que tu dis, c'est ça? Je pense que même en France, c'est pareil. Bah, je dirais pas ça, moi, parce que il y a beaucoup de plateformes en France, par exemple, que je connais. Hein. Moi, je connais pas le Canada, je connais plus la France quand même. Il y a des plateformes comme Malte, Freework, même LinkedIn, même d'ailleurs. Quand tu mets ton profil en disant, moi, je suis freelance, même les boîtes qui viennent te contacter, ou bien quand tu contactes les boîtes savent rapidement que tu es freelance, en fait. Quoi. Oui, bon, c'est vrai, C'est vrai que depuis le Covid, quand même, il y a le marché est un peu n'est pas aussi comment on dit ça, aussi beau que quand pendant les périodes les bonnes années quoi. Mais même aujourd'hui, moi je connais au moins 3 plateformes freelance encore une fois, freelance.com, Freework, Malte, quelles autres, Coda.com où tu peux aller postuler en tant que freelance. C'est vrai que maintenant beaucoup de gens sont lancés en freelance en France que je connais encore une fois. Et il y a beaucoup de freelance sur le marché en fait quoi, tout simplement. ok. Moi, je ne parle pas du Canada parce que je ne connais pas le Canada, tu vois. Moi, je parle plus de la France que je maîtrise un peu plus. Mais non, honnêtement, moi, je dirais en France, c'est pas forcément le relationnel qui parle. C'est qu'il y a des plateformes qui sont référencées et connues comme étant des plateformes où, quand tu vas là-bas, tu vas recruter des freelances, en fait, quoi. Ok, je vois. Donc, quand tu vois le profil de quelqu'un sur Freework, par exemple, peut-être que Freework, c'est une plateforme de freelance, en fait, quoi. Il n'y a pas de débat. C'est vrai qu'il y a des gens qui, exceptionnellement, proposent des CDI, mais c'est des francs, comme il y a le free devant d'ailleurs, l'idée c'est de dire c'est pour des freelances en fait tout simplement quoi. Donc moi ton retour sur le Canada m'intéresse quand même pour comprendre un peu comment ça marche au Canada en fait quoi. C'est vrai, je suis pas vraiment très bien introduit dans ce domaine du freelance et tout, mais je pense qu'il y a des gens qui se lancent et ils s'en sortent très bien. Donc, Ouais, mais d'accord. pour l'instant, en tant que conseiller, je me plais très bien pour l'instant. Parce que quand je vais peut-être aborder cet aspect, quand tu es conseiller, tu as des missions un peu partout. Donc, tu n'es pas, Ouais. je dis quoi, tu n'es pas dans une entreprise où tu vas faire 15 ans, non. Tu as des missions un peu partout. Tu peux finir une mission d'un an, tu vas dans une autre mission, et cetera. En fait, tu emmagasines et tu consolides plusieurs compétences que peut-être tu pourras, en tant qu'indépendant ou freelancer, tu pourras mieux les faire valoir. Mais le plus souvent, c'est mieux pour moi, c'est mieux de durer encore dans les entreprises de conseil. Parce que quand tu vas dans le conseil effectivement tu apprends d'abord la façon de travailler du pays dans lequel tu es parce que c'est une culture aussi. Comme, Mhm. comme on travaille au Cameroun, c'est pas comme ça qu'on travaille au Canada en fait déjà Exact. pour commencer. C'est pas la même culture professionnelle, j'aime les dire ça comme ça quoi. Ouais. Et puis, comme tu vois aussi plusieurs corps de métier, ça te permet d'appliquer tes compétences dans plusieurs secteurs d'activité et qui t'enrichit aussi professionnellement. Effectivement, tu as bien raison sur ce coup-là. Ouais. Oui. Par exemple, actuellement, le mandat, bon, ici on parle de mandat, c'est vrai en France on parle de mission. Le mandat sur lequel je suis, mon titre c'est Admin System Cloud. C'est Ouais. pas DevOps. Donc, je Oui. fais un peu l'administration système, du cloud, Azure. En fait, c'est ça, c'est cette facilité de tout le temps changer. Moi, j'aime bien ça. Je suis quelqu'un qui apprend beaucoup. J'aime bien tout le temps changer d'environnement, les challenges, les nouveaux challenges, et ça me plaît bien. En gros, toi, ce qui t'intéresse dans les prestations de services dans les boîtes de mission, là, c'est en gros de voir plusieurs services et plusieurs façons de faire, quoi. Exact, plusieurs technos, Ouais. c'est ça mon kiff. Moi, j'ai compris que tu es très à l'aise dans tout ce qui est Azure et très bien dans tout ce qui est Azure. Moi, je viens te voir, j'ai créé mon application, le truc le plus simple, facile, hein. En front, un back, une base de données, et je vais déployer dans Azure. Qu'est-ce que tu me conseilles comme architecture? En fait, le service Azure App, c'est le service idéal pour ça. Le Mhm. service App. Parce qu'avec Azure App, tu peux intégrer tes bases de données direct. Azure App, c'est ça? Oui, Azure App Service. Ouais.
Le D'accord. service le plus... récemment, j'ai même fait un workshop dessus sur YouTube où je montrais comment déployer une application PHP. Je voulais un peu taquiner mes amis développeurs PHP. Je montrais comment déployer rapidement une application PHP sur Azure App Service. J'ai fait un D'accord. workshop dessus vendredi, j'ai publié sur YouTube. Donc, c'est ça que je recommande aux développeurs. C'est une plateforme à service. Tu ne te soucies pas du Mhm. côté administration système, non. Tu l'utilises juste. C'est très utile. D'accord. Si tu prends Azure App, Oui. est-ce que Azure App permet de déployer une base de données, Oui. une application en Java, une application en React en même temps, les trois? Le 3. En fait, si tu veux séparer le back-end du front-end, Mhm. non, non. Non. En fait, moi, je te prends les architectures parce que comme moi, je suis plus du monde j'ai beaucoup fait de développement dans Oui, ma vie aussi quand même, ou bien j'ai fait beaucoup de développement au quotidien aussi. Moi, je te donne les architectures que les boîtes ont au au quotidien. quotidien, tu vois. Oui. Et c'est ça on déploie très facilement, en fait, tout simplement, quoi, tu vois, dans les boîtes. Et donc, si on parle sur de l'Azure App, moi, j'ai te poser une autre question à côté. J'ai un architecte qui disait une fois dans une des boîtes où j'étais, que le jour où on a décidé de passer dans le cloud, si j'avais su, je partais acheter des VM dans le cloud et je mettais la même architecture dedans. Et puis, ça marcherait pareil. C'est vrai, ça, en fait, cette pensée-là, c'est comme remplacer notre on-premise par le cloud. Mais si Ouais, tu changes techniquement, tu ne changes rien. C'est la même architecture, ouais. tu vois. Pourtant, il y a des services, plateformes à services, qui sont intéressants à utiliser parce que c'est à moindre coût. Puisque quand Mhm. le service provider cloud qui te dit, lorsque tu utilises les services managés, les coûts sont les plus avantageux. Les services managés sont les services plateforme à service, software à service. C'est le plus avantageux en termes de coûts et c'est plus bénéfique. Mais quand tu prends un service manager, par exemple, moi je te prends un service que je connais quand même dans Azure. Par exemple, Spring App, par exemple, c'est un service manager dans Azure qui permet de déployer des applications Java et Spring Boot, en fait, tu vois. Euh, Est-ce que je dois aller m'associer à ce service manager-là parce que demain, pas du moins parce que c'est géré par Azure et j'ai rien à faire? Le problème de ça, c'est que le jour où ils veulent décommissionner ce service-là, je suis pieds et mains liés. Ou alors, je prends une solution passe-partout, comme un Docker container et je mets dans le cloud directement. Même avec les services managés, là, tu peux containeriser. App Service, par exemple, tu peux déployer tes applications containerisées sur App Service. Dans App Service, donc tu crées un conteneur et tu mets dans App Service, en fait, quoi, au final. Tu utilises juste l'image Docker. Tu peux stocker ton image Docker peut-être sur Azure Container Registry et tu links ça avec App Service, tu déploies ton application. Là, au moins, ça t'évite d'être cloué dans le service. D'accord. Bah, je vois ce que tu veux dire. Mais donc, là, aujourd'hui, de ce que je sais, c'est que tu publies beaucoup de contenu sur TikTok principalement, si je ne Oui, me trompe pas. oui. De plus en plus sur YouTube. Comment tu choisis la plateforme où tu vas publier ton contenu? Et surtout, quel est l'objectif pour toi quand tu publies du contenu, en fait, surtout que tu es salarié? Ok. Au départ, même, pour la petite histoire, j'ai commencé à publier du contenu sur TikTok quand j'étais en France. D'accord. Et honnêtement, ça venait de la nuit. Ah, tu t'ennuies en France? Oui, oui. Bon, en fait, je venais d'arriver d'un pays où je connaissais presque personne. Ouais. Alors, après le travail là, j'ai presque rien à faire. J'ai dit, bon, plutôt que d'aller consommer du contenu, bon, je ne vais pas juger ces contenus-là, d'aller consommer du contenu qui n'entre réellement pas dans ce que moi j'aime regarder, mieux moi-même, je crée mes propres contenus. Du coup, j'ai commencé à prendre les visions. Ça, au départ, j'ai filmé ce que je faisais à mon travail. Bon, pas la totalité. Je filmais quelques petits scripts là, je postais, ainsi de suite. Et j'ai vu des gens qui sont intéressés. J'ai dit, mais pourquoi ne pas vraiment produire du contenu? J'ai commencé à faire des différentes vidéos et tout, et tout. Voilà. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de me faire connaître d'abord. Je pense D'accord. que je suis sur la bonne voie. Et après, à long terme, c'est d'avoir cette possibilité-là de, si j'ai des solutions que je veux proposer, j'aurais plus de trop de difficultés à dire, bon, comment parler de ma solution, comment j'aurai au moins une plateforme sur laquelle je peux parler. Et je suis en C'est train une de communauté travailler. aussi qui te suit aussi derrière, qui pourra être premier client, en fait. Ouais. Tout à fait. Et j'ai rencontré une personne géniale comme toi et d'autres. Donc, c'est un peu ça la force des réseaux ou bien des
plateformes en ligne. Ce que tu dis là, tu rencontrais les gens, j'aime te dire, je me souviens une fois, je suis allé dans une veillée. Non, c'est pas une veillée, c'était une association des Camerounais de Rennes, un truc comme ça. Et là-bas, j'ai rencontré une fille avec qui j'avais fait, Natacha, avec qui j'avais fait un podcast. On a commencé à parler comme si on était les amis tout le temps, en fait, quoi. Comme si tous les jours, quand on se voyait, et puis quand on disait, ah, physiquement, on s'était jamais vu. J'allais dire, par exemple, si je te vois au Canada, par exemple, l'année prochaine, ou bien dans 2 ans, ou bien au Cameroun, ce sera comme si on se voyait tous les jours, en fait, quoi. Oui. Tu vois. En gros, tu te fais une nouvelle communauté, ou bien de nouveaux amis, en fait, comme ça, et puis après, ça marche tout bien. Hein. Très bien. Mais sur YouTube, bon, c'est vrai, sur YouTube, pour faire des vidéos sur YouTube, c'est juste pas prendre la caméra et faire parler d'un concept. Sur YouTube, il faut quand même des vidéos. C'est pour ça que je suis pas pour l'instant très actif. J'ai juste commencé récemment avec les différents workshops où je montre certaines technologies. Mais je pense que je vais m'y pencher dessus sur YouTube aussi. Et produire en avant des contenus un peu plus longue durée là-bas. Toi qui as vu TikTok, YouTube, LinkedIn, sur lesquels tu t'es fait connaître ou bien que tu as eu des opportunités aussi, quelle est pour toi la plateforme avec la croissance la moins difficile, je dirais comme ça? Croissance dans quel En gros, en termes de visibilité, popularité, tu as plus de monde qui te suit, tu as plus d'interactivité avec les gens qui te suivent aussi derrière, quoi. le plus difficile, je dirais TikTok. C'est le plus difficile. Oui. Ouais, Ça a d'accord. l'air d'être controversé puisque je suis plus suivi là-bas. Mais moi, je dis que c'est plus Mhm. difficile. Parce que TikTok, beaucoup de gens le disent, TikTok, on vient sur TikTok se distraire. Donc, c'est souvent D'accord. énervant quand De voir les gens qui parlent encore TikTok, de l'école à on voit TikTok. quelqu'un qui va se passer, il te dit, lorsque tu veux bien écrire ton Dockerfile, tu ne dois Ouais. pas, voilà, ça devient, c'est pour ça que moi, je me sens, contrairement à LinkedIn où, lorsque je fais un post LinkedIn, tu as plutôt 15, 16 requests de demande de connexion. Je trouve un peu. Et beaucoup de gens savent, voient l'intérêt à se connecter avec ceux qui sont déjà du domaine. Donc, il y a vraiment de l'intérêt sur LinkedIn. Par exemple, laquelle tu reçois beaucoup de demandes de connexion. Sur TikTok, bah, les gens, ils n'ont pas trop de temps. Et ils ne voient réellement pas directement leur intérêt à te suivre ou bien à s'abonner. YouTube, j'ai pas encore eu Donc, de ça, je dirais l'expérience. d'abord LinkedIn pour son côté professionnel quelque part. Oui, et LinkedIn a Et quand même, après, ouais. un réel impact. Parce que je dis toujours aux gens, c'est grâce à LinkedIn que je suis au Canada. LinkedIn Ouais. m'a fait venir en France, LinkedIn m'a fait venir au Canada. Donc, c'est LinkedIn qui est plus bénéfique pour un professionnel. Mhm. Maintenant, pour la popularité, c'est TikTok. Donc, moi, je sais que, en plus de ce que tu fais sur LinkedIn, comme tu disais là, euh, tu fais tout ce qui est formation. Tu as commencé à parler de Diran tout à l'heure, qui est très connu dans le monde francophone pour les formations. Euh, Est-ce que tu penses que il y a encore des opportunités dans le monde de la formation aujourd'hui? Est-ce que l'âge de la formation n'est pas parti à le Covid? Je dirais ça comme ça. C'est vrai, beaucoup je dis quoi, de personnes pensent que la formation n'est plus utile. Surtout, peut-être, on va parler avec l'arrivée de l'IA. Il y a des gens qui disent Ouais. que pourquoi encore se former, il y a l'IA. Il y a toujours ce retour-là. Moi aussi, je forme dans le DevOps, le cloud. Quand je prends une formation, il me dit, mais avec l'IA, on peut se former, non. Il me dit, ils ont toujours ces retours-là. Il y a déjà tout sur Internet. Quand tu prends une formation, il te dit, il y a déjà tout sur Internet. Il y a tout sur YouTube. Il y a l'IA. Moi, souvent, quand ils me disent ça, c'est vrai, c'est pas pertinent, mais moi-même, je me remets en question et dis, mais c'est vrai ce qu'ils disent. Tout est sur Internet. Il y a l'IA. En fait, ils présentent ce qui existait déjà. Mais maintenant, moi, à mon tour, je dis, mais tu n'as pas une personne qui va te partager son expérience. Tu n'as pas une personne qui va te suivre. Les vidéos sur YouTube, c'est quelqu'un qui a lancé sa vidéo, il a posté, il est parti. Il attend, il veut même que toi tu regardes. C'est tout ce qu'il veut de toi, que tu regardes et tu quittes. Pourtant, le formateur, lui, veut que tu acquiers une compétence. Le formateur, lui, veut que après la fin, peut-être un bout de temps, il veut que tu décroches un job. Mais l'IA n'est pas là pour te permettre de décrocher un job. L'IA est juste là pour répondre à tes questions. Ton problème, il te répond, il te demande est-ce que Et tu il vas faut que tu encore faire. comprennes ce qui va te répondre en plus. En fait, parce que souvent, tu écris une ligne, il te renvoie un paragraphe. Mhm. Du coup, je dis aux apprenants, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez
je sais pas, entrer dans la mer parce que tu veux une goutte d'eau, ou bien est-ce que tu veux aller chercher la goutte d'eau filtrée? C'est ça. Donc, toi, tu dis en réalité, quand quelqu'un prend une formation, en réalité, il ne prend pas, non, il ne prend pas les formes, du moins. Il prend aussi beaucoup l'accompagnement, quoi. Parce que c'est Oui, l'accompagnement, en fait, qui te donne le retour d'expérience des gens et te donne la direction à prendre, en fait, tout simplement pour avoir un meilleur profil au terme de la formation. tout à fait. Ouais. Et c'est quoi tes formations aujourd'hui, alors, du coup? Bon, j'ai programmé un bootcamp DevOps là, qui débute en janvier, le 5 janvier, où je vais Ouais. former les gens sur 5 mois pour obtenir un job dans le DevOps par la suite. Je crois en fait, moi, ma stratégie, c'est de lancer ça pendant l'hiver. Parce que bon, l'hiver, il n'y a pas trop d'activités. L'hiver au Canada. Oui, l'hiver au Canada. Il n'y a pas trop d'activités ici. Du coup, je veux bien utiliser mon temps là pour accompagner des gens. Voilà. Mais quand je dis qu'il n'y a pas d'activité au Canada, ça veut dire quoi? Toi, par Bon, exemple, ça change rien pour parce que toi. c'est vrai, il y a d'autres, certains font des activités, il y a beaucoup même d'activités pendant l'hiver ici, mais moi, je préfère rester chez moi pendant l'hiver. Mais pendant l'hiver, tu ne travailles pas, du coup? Si, quand j'ai réfléchi, moi, c'est Du samedi, moins, dimanche. Le samedi, ah oui, quand tu dis samedi et dimanche, parce que tu n'as, tu restes, tu es chez toi, quoi, en gros. oui, oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Et c'est quoi le contenu, du coup, de ta formation? C'est quoi l'offre que tu mets derrière toute ta formation, du coup? En fait, je mets un accompagnement parce que c'est pas des vidéos préenregistrées, donc je m'assois avec mes slides, je diffuse les formations. Le plus que j'offre ici, c'est l'accompagnement. Ça veut dire, c'est pas une formation grande échelle où je veux 100 ou 200 apprenants, non. Je veux juste 5 qui seront 5 choisis. personnes? Oui, c'est plus Ouais, facile. d'accord. De par mon Ouais, expérience par le passé, j'ai ouais. vu. En fait, c'est pas la. Bon, en fait, c'est la première vague de formation à titre personnel que je lance. Mais par le passé, j'ai eu à lancer avec d'autres organismes et tout. Je me suis rendu compte que c'est pas évident de suivre, Mhm. lorsqu'on veut vraiment suivre plus de 10 personnes ou bien 10 personnes. C'est pas évident. Mais Parce ce que que, tu dis est vrai, parce que même moi, quand je vais dans une salle donner une formation, dès que tu as 10 personnes, c'est infernal, quoi. énorme. Parce qu'il faut, Oui. chacun, les apprenants ont souvent leur petite, je sais pas, leur petit comportement où ils t'écrivent directement en e-box. Alors qu'il y a une plateforme de communication, ils viennent directement en Pour tout e-box. le monde, ouais. Tu es en train de dormir. Avec le décalage souvent, il y a des apprenants en Europe et au Cameroun. À 3 heures, tu vois un screenshot qu'on t'a envoyé, on te dit que j'ai une erreur ici. C'est vrai, à 3 heures, je dors pas encore profondément, mais quand je regarde, je me dis, mais est-ce que c'est que on n'a pas la même heure? Donc, c'est un peu difficile. Ton téléphone va toujours sonner. Et si tu n'es pas prompt, ils vont faire des retours sur toi négatifs. Que Ouais. l'on l'écrit, ils se vendent. Ils ont toujours là, on écrit à l'enseignant, ils se vendent, alors qu'on a payé notre argent. J'ai préféré dire, bon, on va se limiter d'abord pour ma première. Parce que ici, cette fois-ci, c'est à mon nom propre. Oui. Cette formation, c'est à mon nom propre. Et je veux faire ça bien. J'ai dit, Il faut bien faire bien pour que ça te permette d'avoir, même si tu as 5 bons retours aussi, c'est bien d'avoir 5 bons exact, retours exact. que pas de retour ou bien tous les retours négatifs, effectivement. Hein. Et je vais aller plus loin. J'ai dit, c'est pour ceux qui ont au moins un background en informatique. Donc, en fait, je veux vraiment un truc bien fait. Il n'y a pas encore de transformation de background. Non. Quand tu as un background informatique, tu viens et je te forme. C'est 5 personnes maximum. C'est pour ça que je fais même pas trop je parle pas trop de ça. Ouais. Parce que j'aurai les 5 personnes sans Mais bien sûr, hein. communiquer, je reste cette personne. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas trop de vidéos pour en parler et tout. C'est vrai, pour blaguer, souvent je fais des vidéos, je dis, bon, la formation, on m'a jamais, n'oubliez pas. Mais c'est juste pour informer. Mhm. Il n'y a pas de, je reste cette personne et je vais travailler avec tout en fait. Pour le Après, contenu, j'allais dire que à commencer petit, ça te permet aussi même à toi-même de le faire d'abord sur ton nom propre et de réussir parce que la logistique et les autres centres gérés, c'est pas toi qui les gérais en fait, quoi. exact. Donc, tout Oui. revient sur moi Tout et revient sur toi, effectivement. Ouais. c'est un peu, Quand tu travailles d'autres centres de formation, moi je le vois souvent, quand je fais des formations par un centre de formation, tu comprends que ils ont un gros boulot qu'ils abattent surtout côté logistique en fait, mhm, que toi tu n'as pas à gérer en fait, quoi, tout simplement, quoi. tout à fait. Maintenant, quand tu vas tout prendre sur toi-même, il faudra tout gérer de A à Z, comme on dit souvent, et ça devient un peu plus important en fait, Comme comme logique travail. en fait, logistique, ouais. Mhm. Ouais, bien sûr. Euh, Si tu formes des gens aujourd'hui comme DevOps, du coup, ça veut dire que pour toi encore, le DevOps a encore de belles années devant lui, quoi. Oui, oui. Et DevOps, les gens pensent que DevOps c'est une technologie, mais eux, c'est une façon de faire. Et pour changer une façon de faire, il faut
peut-être 99 ans. Où j'arrive à savoir. Surtout que c'est venu révolutionner le développement logiciel, le cycle de vie d'un développement logiciel. Donc, et l'avantage que le DevOps a apporté est tellement grand que je ne pense pas que d'ici tout, il y aura une nouvelle façon de faire qui va arriver. Je ne pense pas. Donc, tu penses que le DevOps a encore beaucoup de belles années devant lui, malgré l'IA, malgré tout ce qu'on dit sur le DevOps aujourd'hui, quoi. En fait, l'IA va juste venir accélérer le DevOps. D'accord. L'IA va venir juste accélérer le DevOps. Augmenter la vitesse dans le DevOps. Pour quelqu'un qui dit qu'il a un profil DevOps, qu'est-ce que l'IA va lui apporter? Déjà, la rapidité dans l'exécution des tâches. Il n'y a plus de trucs qu'on va encore aller from scratch, ou bien il n'y a pas la peine de démarrer. L'IA va t'aider à démarrer. Tu ne recommences pas? Oui, tu ne recommences pas. L'IA t'aide à démarrer, tu avances rapidement. Moi, aujourd'hui, quand je dis ma petite histoire, comme j'ai fait le workshop l'autre jour, pour générer une application en PHP, j'ai pas pris 5 minutes. Je connais rien du PHP. J'ai déjà l'IA, donne-moi un Hello World PHP là et tout avec le web config. Il m'a généré. Pour quelqu'un qui est développeur PHP, c'est une bonne base pour avancer et progresser avec. Ouais. En fait, l'IA, c'est un ami incontournable. Certains ont peur, mais moi, j'ai pas peur. C'est un ami, c'est tout. Moi, je dis souvent que c'est comme pour les mathématiciens qu'on a créé la calculatrice, en fait, quoi. Ça te permet d'aller plus vite, en fait, parce que ça n'enlève rien à tes compétences en tant que mathématicien, en fait, quoi, tout simplement. Ouais. Mais toi qui fais maintenant du contenu sur TikTok, moi, c'est là où je voudrais un peu mettre un peu plus de l'accent. Qu'est-ce que ça t'apporte d'en faire? Pour l'instant, la reconnaissance. Parce que je crois que je reçois quand même beaucoup de messages inbox. En fait, je ne savais pas que ça pouvait vraiment avoir l'impact comme ça. Parce que moi, quand je fais mes vidéos, le plus souvent, c'est vrai que je mets des informations à l'intérieur, mais c'est en blaguant. Mais malgré les blagues que je fais là, il y a des gens qui réussissent à prendre l'information importante dans ces différentes blagues-là. Et je reçois des retours, grand frère, c'est grâce à toi que j'ai pu me lancer dans le développement. Je ne suis même pas développeur. C'est vrai, tu vois. Je ne suis même pas développeur. Mais quelqu'un m'écrit, c'est grâce à toi que je me suis lancé dans le développement. Actuellement, j'apprends tel langage de formation. C'est grâce à toi que je me forme chaque jour. C'est grâce à toi que... Et voilà. Avec cette petite échelle, je commence à impacter des gens. En fait, pour l'instant, c'est ça. C'est ça que je gagne. Donc, Actuellement, tu motives les gens à passer à l'action, quoi, surtout. Oui, oui, oui. À ne pas procrastiner, dire que est-ce que l'IA va, non. Il faut se former. D'accord. Ce que tu dis là, c'est ce que je partage, en fait, du coup. Et maintenant que tu fais ça, et que tu, grosso modo, apportes de la valeur aux gens, avec les contenus que tu publies sur les éléments, une grosse difficulté, même pour ceux qui maîtrisent leur concept, leur connaissance, qui maîtrisent ce qu'ils veulent présenter, voilà, c'est de rendre les choses complexes simples. Comment tu arrives à faire ça, toi, aujourd'hui? Quoi, c'est l'expérience? C'est quoi, tu as ta technique à toi? C'est quoi tout? Ok. Ça dépend de qui j'en face. D'accord. La personne que j'en face. Si c'est du contenu sur TikTok, je sais comment aborder pour choquer d'abord. Je choque d'abord, je mets les blagues et je passe l'information. Mais si c'est dans une salle de classe, je vais prendre des exemples basiques, prendre des exemples dans le courant de la vie des apprenants que je suis en train de former et essayer d'expliquer ça le plus facilement possible. Donc toujours, ça dépend de l'environnement. Comment tu arrives alors à trouver aussi du contenu pour publier régulièrement? Parce que quand tu choques là, moi souvent sur une de tes vidéos où tu fais une sorte de montage en fait, quoi. Quelqu'un dit quelque chose au début et puis derrière tu profites de ça pour trouver l'inspiration pour passer ton message à toi, quoi. Bon, là, en fait, ils sont pas obligés de faire ça sur TikTok parce que je pense que c'est ça qui marche un peu plus sur la plateforme TikTok. Du coup, Ouais. je cible une partie d'une personne qui dit un truc qui est vraiment... Je vais prendre un exemple où... C'est quoi, c'est en scrollant que tu trouves la personne ou bien comment Oui, tu fais? c'est au hasard, c'est au pif comme ça. C'est pas que je cherche exactement Ouais. ce type de hook, non. Je scroll, lorsque j'écoute le début, ça m'inspire et je vais faire un collage ici. Je vais prendre un exemple d'une vidéo que j'ai fait pour introduire ma formation sur Terraform. Il y avait une dame,
ne me rappelle pas, où elle disait que l'homme doit être un provider, l'homme doit fournir ceci à la femme et ainsi de suite. Moi, dans ma tête, j'ai justement vu cloud provider. Dès qu'elle a fini de dire l'homme doit être un machin, je coupe, je dis non, l'homme n'est pas un plugin, l'homme n'est pas un provider. Machin. C'est quand on travaille sur Terraform, on télécharge ce qu'on appelle le plugin provider. Et c'est grâce à ça, c'est grâce au provider qu'on peut communiquer avec le. En fait, c'est comme ça que moi j'ai introduit. Ah, C'est d'accord, je pas vois que je mieux. cherche un nom. C'est au pif comme ça. Lorsque je vois une vidéo, surtout les débuts, c'est surtout les débuts qui m'intéressent. Si le début ne m'inspire pas, allez, je scroll. C'est un peu ça. Du coup, quel est le format que tu adores le plus, toi, maintenant que tu fais ça? Le format TikTok où tu fais du collage ou le format YouTube où tu fais vraiment un workshop, en fait? YouTube, parce que c'est là-bas que vraiment j'aide les gens. C'est pour ça que je vais commencer à accentuer ces différents workshops-là sur YouTube. C'est là-bas. Sinon, TikTok, c'est juste toujours pour continuer dans la même vibe, parler des technologies, donner des informations, c'est tout. Moi, j'aime bien ce que tu nous dis depuis le début, là, et là, on glisse tout doucement vers la fin de notre échange. Vraiment, merci encore pour ce que tu nous partages là. Ça, j'adore vraiment. Euh, Si tu dois donner un message là à quelqu'un qui nous regarde pour se lancer et qui hésite encore à se lancer, en fait, c'est quoi pour toi? Déjà, ne pas hésiter. Ensuite, trouver la bonne formule pour se former. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'informations et souvent ça peut troubler. Pour surtout quelqu'un Mhm, qui ne s'y connaît pas. Et mhm. c'est vrai, il n'y a pas les moyens pour se prendre un formateur comme toi ou bien comme moi. Mais à un niveau, lorsqu'on veut vraiment franchir un cap, il faut prendre un formateur. C'est vrai que c'est difficile. Hein. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est difficile pour eux. Dire, mais comment on va payer un formateur à plus de $1000, 2000 $, comment c'est possible? C'est vrai, c'est difficile. Mais à un niveau, il faut ça. Surtout lorsqu'on veut être compétitif à l'échelle internationale. Déjà, ne pas hésiter, passer à l'action, avec les petites bases. De toute façon que lorsqu'on a assez de moyens de prendre le formateur, tu ne viens pas perdre de temps au formateur en fait. Tu as les bases qui te permettent d'aller un peu plus vite. Mais il faut Mhm. commencer, même si avec la version gratuite. C'est pour ça que beaucoup de SaaS il faut d'abord la version gratuite. Parce que l'important, c'est commencer d'abord. Mhm. L'important, c'est commencer. Avec le temps, quand tu vas voir l'importance de ce que tu fais, tu pourras mettre la main dans la poche pour avancer et passer à un autre palier. C'est la technique que beaucoup de SaaS utilisent et ça marche dans tous les domaines. Ben, ce que je dis là est d'autant plus vrai que moi, je pense effectivement que même si tu te formes seul, il faut qu'à un moment donné de la formation, que tu prennes un coach, en fait, quoi, qui va t'aider à, à, à lever tes blocages Oui. et avancer, en fait, par rapport à ce que tu peux prendre comme trajectoire, bien sûr. Mhm. Bon, ben, Franklin, merci beaucoup. Hein? C'est très gentil de ta part d'être passé avec moi. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser que je n'ai pas posée? Alors, c'est toi qui me reçois, donc c'est toi qui connais toutes les Non, mais après, c'est questions. toi qui passes aussi les bons messages. Nous, on est là. C'est quand moi, je dis à quelqu'un, moi, je dis, la personne apporte ce que moi, je ne dis pas tous les jours. Mhm. Tu vois? Pour moi, la personne, vraiment, comme on dit souvent, comme Marc le dit souvent, viens comme tu es. Surtout passe les messages que moi, j'oublie parfois de passer, quoi. Non, il y a les informations comme, tu sais, beaucoup, quand ils veulent se lancer, ils disent qu'un DevOps gagne combien, un développeur gagne combien. C'est des informations comme ça que, c'est pas, ça peut motiver certains, hein, que quel est le salaire moyen d'un DevOps en France, au Canada, aux États-Unis, des trucs comme ça. Mm. Souvent, c'est des informations qu'ils ont besoin de connaître pour se Toi, motiver. tu gagnes combien? Dis-nous alors, du coup. Toi, tu gagnes combien au Canada, toi? En fait, je crois que les salaires au Canada sont souvent répertoriés en fonction de la classe CNP. Donc, ce sont les salaires répertoriés. Il n'y a Mm. pas de salaire, machin et tout. C'est disponible sur les différents sites web. Tout le monde peut savoir combien gagne peut-être un consultant informatique et ainsi de suite. 100 000 $? En fait, aussi, chacun ici discute ou bien négocie son salaire. Mais il y a quand même Mm. les plages Il y a les reconnues. plages, voilà. Les boîtes de Chacun, politique où tu peux oui, pas sortir des plages. exact. Et chacun vient, Mm. il négocie son salaire. Mais ça gagne bien quand même. Peu importe que tu sois en France ou bien au Canada ou bien. L'informatique, ça paye bien. Moi, quand j'étais en France, j'avais le statut Mm. 4. Le statut Mhm. 4, oui,
Bon, après, statut cadre, ça ne veut pas dire que le salaire souvent va avec aussi. Hein. Bon, moi, Oui, ce truc-là, ce truc-là, vraiment, quand on me dit ça, là, j'ai envie de l'envoyer balader rapidement, que moi, je m'en fous de ton truc, quoi. Ça m'empêche pas, ça me fait pas traverser la route avant les autres, quoi. Donc, vraiment, statut cadre, ça veut rien dire. C'est nous, quand on était à la fin, quand on disait quelqu'un cadre, là, on était sûr que c'était le mec qui était au dernier étage. Hein. Donc, quand tu montais chez lui, là, tu montais chez les cadres quand même, pas chez n'importe qui, quoi. Et après, tu as vu, si on dit cadre, tu vois que cadre, c'est le même mec qui mange avec toi au restaurant, tu te dis, mais en fait, cadre, ça veut rien dire, en fait. Ouais. Mais ça paye bien, c'est tout ce qu'il faut que... Non, mais après, ce que tu dis là, je suis très d'accord avec toi, hein, parce que moi, si je pouvais dire quelque chose aujourd'hui, c'est que je prendrais un mégaphone, là, tu vois, les trucs qu'on parle dans la rue avec, là. Dans tous les ronds-points de toutes les Afriques, moi, je dirais à tous les gars qui font les bench chicken, qui vendent dans la sommette et tout ça, d'arrêter tout ça, de venir faire l'informatique. Moi, si je pouvais, hein, je ferais une sorte de pèlerinage en Afrique noire, là, surtout parce que là-bas, c'est où je maîtrise le mieux et plus je le monde. Oui. Et je m'arrêterai dans chaque ville, dans chaque pays, pour dire en gros, les gars, arrêtez, voici ce que vous pouvez faire pour vous former, pour non seulement vivre mieux, parce que quand tu fais le bench chicken, il risque sa vie avec les accidents. Oui. C'est celui qui va au marché, il risque de se faire voler tous les jours. Bref, honnêtement, là, j'entends du territoire, on discute, on dit chacun un peu chez lui, quoi, tu vois. Oui. Et il n'y a pas de grosse différence, en fait. Honnêtement, si je pouvais, c'est ce que moi je ferais, en fait. Une sorte de pèlerinage, ça. Mais tu le fais déjà, non? Avec la conférence que tu as organisée à l'Institut PK-FOCAM, là, c'est déjà un bon début. Je te cache pas que la conférence, je l'ai organisée, mais vraiment à main levée. Hein. Je voulais la faire parce que je suis allé au Cameroun cette année 2 fois. Pour des événements familiaux, en fait, quoi. Donc, j'ai eu deux obsèques au Cameroun, je suis allé au Cameroun 2 fois. La première fois en avril, je me disais, je vais faire ça. Après, je suis reparti en septembre encore pour une autre raison. J'ai perdu quelqu'un de très proche pour moi. Et donc, j'arrive, il me restait une semaine devant moi où je n'avais rien à faire, en fait. J'ai contacté quelqu'un qui connaissait quelqu'un et puis on avait à faire. Mais moi, j'arriverai, si j'arrive à le faire encore chaque année, c'est ce que moi je vais essayer de faire, effectivement. Ouais. Oui, ça m'a donné une idée. Peut-être quand j'aurai le temps de tourner au Cameroun, je pourrais peut-être faire ça dans l'école où je me suis formé à Polytechnique. Voilà, pour parler des différents métiers. Parce que je me suis rendu compte que moi, quand j'étais étudiant en télécom en plus, il y avait des métiers dans l'IT que je ne connaissais pas. Étant étudiant, ça doit être vraiment mon domaine où je dois connaître les métiers, les débouchés. Je ne connaissais pas. Et je suis il y a beaucoup. C'est pareil actuellement. Des conférences comme ça pour parler des métiers dans l'IT, pas juste les métiers conventionnels que nous tous on connaît là, administrateur système, c'est des vieux métiers et tout. Pour réellement parler des nouveaux métiers de l'IT. Et il y a des métiers qui se créent chaque jour. Je crois que ça m'a donné une idée, peut-être quand j'aurai le temps. Je vais peut-être organiser, mais c'est de l'école publique. Il y a souvent des difficultés dans les écoles publiques d'organiser certaines conférences que vraiment, c'est plus facile au privé quand même que d'organiser certaines. Non, mais après, moi, je suis en train de travailler pour en organiser une autour de la fête de la jeunesse. Parce que comme je l'ai fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire ça au Cameroun. Mais moi, je ne vais pas me limiter seulement au Cameroun, en fait. Moi, idéalement, je vais faire au moins 2 ou 3 pays par an, en fait, quoi, pour justement, comme tu disais, vulgariser, en fait, ça, quoi, tout simplement. C'est juste que la logique derrière est un peu trop complexe, en fait. Ouais. Très complexe, en fait. Moi, par exemple, il y a des gars qui font maintenant tout ce qu'on appelle des forums ou des dev fest en ligne, en fait, quoi, tu vois. Moi, je trouve que c'est la direction qu'il faut prendre, en fait, de plus en plus pour organiser. Si on peut le faire physiquement, mais le faire au moins en ligne, en fait, quoi. Avec des replays sur YouTube, des choses comme ça, quoi, bien sûr. Oui, mais ça n'a pas vraiment l'impact. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand quelqu'un vient physiquement, ouais. Oui, quand j'étais étudiant, je pense pas que ça se faisait pas déjà. Ça se faisait, mais je n'étais pas informé. Donc, ah oui, non. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a plus d'informations dehors qu'avant. Ah oui. Aujourd'hui, il y a plus de gens sur TikTok, par exemple, quoi. Surtout les étudiants, en fait, sont plus sur TikTok, sur YouTube aujourd'hui. Moi, par exemple, quand je suis allé au Cameroun, là, pour la conférence, comme tu dis, je rentre dans un bureau de PKF, en fait. Comme ils ont l'école là-bas, tous les étudiants me connaissaient quasiment, quoi. Près de 100 personnes. On dit, monsieur Chilotek. J'ai dit, ah ouais, quand même. Je suis allé en RDC aussi, pendant l'été dernier. Il y a un gars qui m'a raconté dans la rue, il me salue. Mais comment ça tu me salues, toi? Il m'explique qu'il a vu mes vidéos sur YouTube, en fait. Il a appris, il a vu des choses. Je rentrais dans un bureau comme ça, les gens me connaissaient, en fait. Le premier jour, je venais pour une formation. Le premier jour, je rentre dans la salle de formation. Il y a un gars qui me dit, ah ben, je te connais. Oui, comment tu me connais? Et là, il me dit que non, je vois tes vidéos sur YouTube, en fait. Tu vois, là, des fois, c'est là que tu comprends que ce que tu fais, ça participe à aider des gens.
Même involontairement de ta part, quoi. Et comme tu dis, il faut le faire, il faut en faire plus. Surtout qu'il y a encore beaucoup qui ne le voient pas. Parce que nous, on est à quoi? À 10 000 abonnés sur LinkedIn. C'est que dalle. Par rapport aux milliards d'Africains qu'on connaît, en fait. En fait, Ou pas, par rapport à tous les millions de personnes qu'il y a en Afrique, 10 000, c'est même pas une goutte d'eau, quoi. oui, c'est très petit. Oui. Des fois, quand tu vois 10 000, quelqu'un se dit, ouais, 10 000, 10 000, 10 000 c'est beaucoup. Mais en fait, pour moi, 10 000, c'est que dalle, en fait, quoi. Les gars qui regardent du contenu comme nous, on devrait être autour de 1 million, en fait, quoi, parce que on donne des choses qui ne sont pas là pour la distraction, en fait, quelque part. Mais malheureusement, j'ai encore l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se lance dedans, en fait. Du moins, qui se tourne vers ça, en fait, quoi. En fait, les gens sont intéressés partout et pas du sérieux. En fait, c'est difficile pour les créateurs de contenu éducatifs, je dirais, Éducatif, ouais. de vraiment monter en popularité. C'est très difficile. Là, Mais du coup, ce serait quoi la solution d'après toi? bah, ne pas s'arrêter quand même. Continuer. Ah ouais. Continuer. On sent que tu n'as pas encore creusé avec une terre dure avec la pioche. Non, en fait, si ça ne te prend pas plus de temps que prévu, mais pourquoi s'arrêter? Moi, je vais juste continuer et tout. Bon, après, moi, je trouve quand même que c'est un boulot quand même aussi. Hein. C'est pas... Oui, c'est vrai. Plus tu fais ça, plus tu te rends compte que ça te prend du temps. Et surtout quand tu veux faire quelque chose qui soit bien, quoi. Oui. Généralement, même faire un collage, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas 30 secondes, quoi. Il faut bien que ça positionne comme tu veux, que tu regardes, que ça répond à ton besoin, que tu publies, en fait. Ouais. Mhm. Est-ce que pour vraiment postuler dans un boulot, il faut être à l'aise, il faut avoir une certification? Ça dépend de ton niveau d'expérience. Pour un débutant, Mhm, moi, je dis, mhm. je recommande toujours pour les débutants d'avoir des certifications. Parce que D'accord. c'est cette certification-là qui vont te mettre en lumière devant un recruteur. Il dit, Mhm, non, lui, il s'est formé jusqu'à aller passer des certifications internationales. Du coup, mhm, on pense qu'il a peut-être les compétences requises pour le poste. Surtout, en fait, mhm, même quand on regarde les différentes offres là sur LinkedIn, un peu partout, il y a des recruteurs qui mettent des certifications dans la description. mhm, Nice to have, ils mettent CKA, AWS Cloud Solution Architect, bref, ils mettent ça. Du coup, si tu as ça, mhm. ça attire plus son attention. Donc, je recommande, j'exhorte les apprenants à toujours passer des certifs. C'est pour ça que dans mon bootcamp, ils vont passer 3 certifications. 3. Mhm. La Cloud Practitioner, la Terraform Associate et la CK. Mhm. 3 certifs, là, histoire de vraiment avoir un CV convaincant pour décrocher un emploi. On est d'accord que certification ne garantit pas compétence. Oui, c'est pour ça que je dis, lorsque tu es un débutant, tu vois vraiment, Mhm. tu as un peu cette obligation d'avoir des certifs. Nous, actuellement, moi ou bien toi, je suis pas sûr que c'est les certifs qui nous dirigent ou bien qui va dicter nos compétences, non. Mais Mhm. pour quelqu'un qui veut s'introduire dans le milieu, il doit au moins avoir l'étiquette d'un certifié. D'accord. Au moins, l'étiquette d'un certifié pour vraiment augmenter ses chances d'être recruté ou bien d'être appelé au moins pour une interview. Parce que quand tu as une certif, avec les différents ATS qu'ils mettent là, ils peuvent mettre les mots-clés comme certification. Toi, tu n'as pas, ton Mhm. CV ne passe pas le Ah oui, truc. d'accord, bien sûr. Oui, bien Quand sûr. tu as un certif, là au moins, on pourra t'appeler pour maintenant prouver la compétence. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais moi, je pense que, moi, je suis d'accord avec toi sur les certifications, mais ce que je pense, c'est que il faut d'abord prendre le temps de se former et maîtriser ce qu'on va dire avant de passer une certification, en fait, quoi, tout simplement. Parce que En j'ai fait, vu des gars, j'ai des amis qui ont passé des certifications, par exemple, Terraform, dont tu parlais tout à l'heure. Mais après, après, derrière, si tu n'as pas la chance d'aller dans un boulot et continuer à pratiquer ce que tu as appris dans ta certification, quelque part, tes compétences en certification, en fait, vont drop, en fait, quoi. Ça les perd, en gros. pour quelqu'un qui se forme, en fait, c'est vrai, il y a beaucoup, là, l'aspect, les certifiés et les gens qui sont formés pour la certification. Il y a une Mhm. personne qui peut faire un crash court là d'une heure, il part chercher les dumps là, 30 minutes, 40 minutes, il passe sa certification. Lui, il est juste certifié. Mais quelqu'un qui dit, Mhm. bon, moi, je veux apprendre Terraform. Il prend Oui. du temps, il apprend Terraform, il fait des différents projets. Et à l'issue de cette formation, il peut peut-être passer à la certification. Là, lui, au moins, il s'est bien formé et il a passé une certification.
Là, la compétence, il a acquis des compétences qui peuvent vraiment prouver qu'il connaît. Maintenant, il y a l'aspect là dont tu parles aussi, finir de se former, ne plus continuer à travailler et oublier. C'est pour ça que je recommande toujours à mes apprenants, quand je finis la formation, à la fin des formations, je dis, c'est maintenant même que vous devez continuer ou bien commencer de vous former. Je crois que j'avais fait une vidéo sur TikTok où j'avais parlé ça. Le problème des gens qui font des bootcamps et qui ne trouvent pas au boulot, c'est que ils disent que le bootcamp c'est 5 mois. Dans leur tête, c'est qu'ils ont 5 mois pour se former. Non. Ils ont 5 mois pour se former intensément et ils vont se former jusqu'à ce qu'ils partent en retraite. Même après avoir obtenu le job, ils vont toujours se former. Certains font comment? Ils finissent le bootcamp, ils passent à la phase apply, appliquer. Donc, c'est comme si, je ne sais pas, dans le test, c'est 5 mois de bootcamp et le reste du temps, on applique ses mains, on croise les bras ou bien on part voir Netflix et tout et tout. C'est comme ça qu'ils sont configurés. C'est donc ça l'erreur où tu interviens dans la phase où tu oublies tout. Et c'est logique. Après ta formation, si tu ne continues pas à travailler, tu vas t'oublier. Le jour que tu vas faire 2-3 mois, le jour maintenant, le 4e mois, quand on va t'appeler pour l'entretien, tu vas commencer à dire que ton formateur est un mauvais formateur. Parce qu'on va te poser les questions même évidentes, tu ne pourras plus répondre. Parce qu'il y a de cela 4 mois, tu t'es formé. Tu vas maintenant te rendre compte que tu n'as pas la compétence. Ou bien tu as tout oublié. Tu vas prendre un deuxième bootcamp. En prenant le deuxième bootcamp, le deuxième formateur, tu vas commencer à dénigrer le premier formateur. Que moi, j'ai fait un bootcamp dans une plateforme là, ou bien j'ai fait un bootcamp à quelqu'un là, il ne sait même pas se l'expliquer bien. Non. Non. Tu finis de te former avec un formateur. Tu continues les projets. Là, maintenant, tu as cette facilité-là de faire des recherches en ligne, de t'auto-former. Chercher les projets sur lesquels tu peux continuellement appliquer et publier sur LinkedIn. C'est ça que je recommande toujours. C'est pas 5 mois de bootcamp, c'est juste pour avoir un formateur qui est là pour te donner les compétences dont tu as besoin. Et puis après, tu continues toujours. Non, mais ce que je dis là, effectivement, c'est très important de dire que d'abord, on est dans un métier où il faut se former tout le temps. Oui. Donc, si à un moment donné, tu as la formation aussi, tu as des chances que ce que tu as appris devienne aussi rapidement obsolète, en fait, quoi, comme tu disais tout à l'heure dans les vidéos sur YouTube. Choisir de faire carrière dans l'informatique aussi, c'est aussi le revers de la médaille, c'est qu'il faut que tu restes formé continuellement tout le temps. Toi, tu es parti, par exemple, de ingénieur à télécom à DevOps. C'est une trajectoire qui est là à cause de grâce à la formation, quoi. Moi, j'ai fait commencer le réseau, je fais du DevOps aujourd'hui. C'est la formation, en fait, au quotidien. Sinon, tu ne peux pas monter, tu n'auras pas les compétences nécessaires pour être compétitif. On va dire ça comme ça. Ouais. Bon. Monsieur Flanca, merci beaucoup pour le temps que tu prends pour moi. C'est très gentil.